Europe 1, il est 8h35. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on désigne les méchants. Le Point qui fait dans la grandiloquence, Tsipras, Iglesias, Mélenchon, Le Pen, les charlatans contre l'Europe, un combat historique. Libération qui s'est trouvé un actionnaire à détester, pas le sien, celui de Canal+, Canal sauce Bolo. Le Parisien qui lutte encore et toujours contre nos addictions coupables, cigarette, la rechute. Et puis l'Opinion et les Échos nous invitent à regarder un peu plus loin que la Grèce, très loin vers l'Est. L'Opinion, krach chinois, la vraie menace. Les Échos, le krach chinois qui fait trembler toute l'Asie. Premier sujet, c'est presque un sujet de philosophie, les politiques et la démocratie. Mais oui, parce que, bon, évidemment, la Grèce occupe encore et toujours les pages des journaux, mais c'est une occasion désormais pour analyser le poids du politique, le pouvoir réel des gouvernants. Au-delà des proclamations lyriques d'un Bernard-Henri Lévy dans Le Point, poursuivant sa croisade pour démontrer que non, ce n'est pas la démocratie qui a gagné en Grèce. Au-delà même des démonstrations alambiquées de Libération pour nous montrer que, malgré toutes les apparences dans le couple franco-allemand, c'est François Hollande qui porte la culotte. Ça, vraiment, il fallait le démontrer. Il faut s'intéresser ce matin à ceux qui prennent un peu de recul. Le Point publie des extraits d'une interview d'Alexis Tsipras dans Politique internationale à venir. Le numéro paraîtra le 15 juillet. Il y évoque les figures qui l'ont marqué, de Périclès à Che Guevara, de Roosevelt à Willy Brandt. De nos jours, dit-il, celui qui fait preuve du plus grand courage politique est le pape actuel, le pape François. Oui, celui qui est accusé par une partie de la presse française d'être un dangereux rouge nous prouve que les clivages évoluent et que la vraie rupture est aujourd'hui entre ceux qui plébiscitent la mondialisation libérale et ceux qui veulent replacer l'homme au centre du système. Ces clivages politiques, l'hebdomadaire Le 1 les explore sous un prisme particulier, le rapport entre philosophie et politique, entre action et idée. Mais Le 1 nous offre surtout une étonnante interview d'Emmanuel Macron qui revient sur sa rencontre avec la philosophie à travers son lien avec Paul Ricoeur. On notera bien sûr les contradictions d'un homme expliquant que la vérité unique, avec la violence qu'elle implique, n'est pas une voie de sortie. De la part d'un ministre dont le premier entretien proclamait « il n'y a pas d'alternative », ça manque pas de sel. Mais le plus intéressant est cette méditation sur la démocratie qui, dit-il, comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent, dit Emmanuel Macron. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif, le roi n'est plus là. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron serait devenu soudainement monarchiste ? Non, pas du tout. En fait, pour résumer, la démocratie, selon lui, doit s'incarner dans une forme politique qui implique une part de verticalité, de représentation symbolique. La thèse est intéressante. Elle est quand même surprenante de la part d'un homme qui incarne à ce point le renoncement du politique devant les mécanismes supposés objectifs du marché et de la mondialisation. À la une également ce matin dans cette revue de presse, Natacha, le combat contre l'État islamique. Oui, parce qu'il y a différentes manières de combattre un ennemi qui incarne le refus non seulement des valeurs universelles, de respect de la personne humaine, mais aussi la haine du passé. Le Point dresse ainsi le portrait d'un homme, un archéologue, directeur des antiquités syriennes, qui a sauvé des centaines d'œuvres du passé en les soustrayant à la folie destructrice de l'État islamique. L'homme est kurde par sa mère, arménien par son père. Son père avait 8 ans en 1915, il a vu ses parents égorgés sous ses yeux par les Turcs. Et ce qu'il défend aujourd'hui, il le dit, c'est la diversité culturelle syrienne. Alors il sera peut-être aidé dans sa mission par des Indiana Jones d'un genre un peu particulier. Le site Atlantico nous parle de cette équipe d'intervention d'urgence mise sur pied par les Britanniques, des archéologues chargés de traquer les antiquités volées en Syrie et en Irak pour venir financer les djihadistes. Mais il y a évidemment des façons beaucoup plus directes de mener le combat. Le Figaro dresse sur une page le portrait d'un homme, chef d'entreprise et ancien militaire, qui est parti combattre l'État islamique, les armes à la main, avec les rebelles kurdes. Il déplore d'ailleurs le tout petit nombre de Français, au milieu des centaines d'Américains et même d'Australiens venus à titre individuel soutenir ceux qui luttent contre la terreur islamiste. Il raconte l'impréparation des Kurdes, leur méconnaissance des techniques militaires. Se rallier à une cause, d'ailleurs, rejoindre des combattants dont on partage les convictions, mais il n'y a pas qu'en Syrie que ça se passe. Et il faut absolument aller lire sur le site du New York Times cette enquête sur les islamistes tchétchènes qui sont venus spontanément combattre aux côtés des forces ukrainiennes dans le Donbass. Leur motivation,
la détestation des Russes, qu'il partage d'ailleurs avec les groupuscules d'extrême droite décrits par le reporter du New York Times. Tout cela, comme autrefois les talibans combattant l'URSS en Afghanistan, avec la bénédiction américaine. En fait, la géopolitique a ses raisons que la morale a du mal à envisager. Ce matin dans la presse, il est également question des adolescents et de leur rapport au porno. Mais oui, un article du Figaro s'inquiète de la facilité avec laquelle les adolescents peuvent accéder par accident à des images pornographiques sur le web. Ils sont 14% des 9-16 ans à avoir vécu ce genre de mésaventure. Mais le magazine GQ nous montre combien en fait c'est finalement l'ensemble de nos codes visuels qui sont désormais colonisés par l'esthétique pornographique, au point que le hashtag porn est utilisé à toutes les sauces sur Instagram. Food porn pour illustrer une photo d'un plat appétissant, car porn pour les fans de moteurs et de pistons, et même sneaker porn pour les fans de chaussures de basket. En gros, tout ce qui peut exciter notre envie, faire croire à une forme de transgression pour sortir les gens de la platitude de leur quotidien. Une mode qui nous montre surtout l'ennui, que seules les pulsions, évidemment les pulsions d'achat, peuvent secouer un peu. Un clin d'œil aux bacheliers ce matin dans la revue de presse. Oui, alors c'est une grande question. Est-ce que les Kevin sont plus enclins que les Auréliens à utiliser le hashtag porn ? On ne sait pas, mais on sait que 20% des Diane et Joséphine ont obtenu leur bac avec mention très bien, alors que c'est le cas pour moins de 3% des Mohamed et des Brian. C'est le site Rue 89 qui nous raconte comment ce décryptage s'est transformé pour certains élèves, parce qu'il a lieu tous les ans, en une sorte de prédiction déterministe, au point que l'auteur de l'étude a été obligé de préciser, ce qui est une évidence, vos parents ne vous donnent pas plus de chances d'avoir une mention très bien en vous prénommant Théophile ou Adèle. Mais s'ils vous prénomment Théophile ou Adèle, c'est parce qu'ils sont d'un milieu social favorisé qui vous prédisposera à mieux réussir à l'école. Conclusion, cette étude ne nous parle pas des prénoms. Elle nous raconte en fait l'échec absolu de l'école républicaine qui condamne les enfants de milieux défavorisés. Alors c'est peut-être ça qui crée un vide dans la démocratie plutôt que l'absence du roi. Et quelle mention pour Natacha Polony au bac ? Mention bien. Ah, mention bien. Voilà, je voulais juste savoir. Merci beaucoup, c'était la revue de presse. Merci Natacha Polony.